voir des souvenirs sur le plan international. Et ça, il faut remercier le président de la République de rendre la RDC fréquentable et surtout être visité par beaucoup du monde et des différentes cultures. C'est un élément très important parce qu'il y aura les événements de football. Or que le foot, c'est aussi un instrument pour rayonner notre façon de voir sur le plan international. Les problèmes du Valais au Qatar, avec les Coupes du Monde, un tout petit pays, mais avec le sport, ça a été agrandi et il a été connu sur le plan international. Donc cet événement de la francophonie, c'est un élément très important sur les rayonnements diplomatiques de la RDC. Donc la RDC sera au moins bien perçue sous d'autres cieux grâce à la francophonie. Coup de chapeau, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on va parler en termes des avantages, professeur. Est-ce qu'il y a des avantages pour que la RDC soit parmi les pays qui va accueillir ces autres pays francophones, disons? Sur le plan des rapports étatiques et sur le plan des relations internationales, il y a le prestige. C'est un élément aussi important. Le prestige du pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui a organisé. Ça prouve que sur le plan politique, sur le plan culturel, et sur le plan géographique, le pays a des atouts à organiser cet événement. Donc, ça lui fait un atout sur le plan international, un prestige sur le plan international. Deuxième chose, quand on organise un tel événement, il y a toujours des acquis. Vous allez voir quand même des infrastructures, vous allez voir des maisons qui ont été construites, vous allez voir des routes à aménager, de réhabilitation, des habitations, des logements. Et ça profite toujours aux pays qui accueillent ces histoires. Et deuxième chose, sur le plan touristique. Donc il y aura des gens qui vont beaucoup acheter nos produits. Et entre-temps, il y aura des business qui vont se faire. Entre-temps, il y aura des contacts politiques, il y a des coopérations. Et surtout, pourquoi pas avoir des amitiés entre les différents pays, entre les représentants des ressortissants de différents pays. Il y aura des relations amicales, il y a des relations, beaucoup de relations. Donc, ça suppose que le pays va bénéficier beaucoup de choses quand on organise un truc comme ça. Donc, au moins d'infrastructures. Maintenant, le problème, ça va se poser quand ça va finir, comment ça sera organisé. C'est ça le problème. Bon, en fait, avant de penser à l'après-francophonie, j'aimerais savoir qu'est-ce que la RDC va qu'est-ce que la RDC va d'abord bénéficier de cette francophonie? Non, mais le fait tout simplement. La problème, il faut comprendre sur le plan de prestige international, sur le plan diplomatique, il y a toujours une bataille pour que cela s'organise dans le pays. Vous voyez, par exemple, la CAF, pour que la Coupe du Monde se passe dans un pays, il y a toujours le choix, on a toujours de regarder qui est capable. Quand un pays organise un tel événement, ça suppose que c'est un pays responsable, un pays qui est assis démocratiquement, politiquement et économiquement, pourquoi ne pas dire de manière culturelle. Donc ça, c'est un élément important quand on organise ça. Et deuxième élément que je voulais dire, on voit que le pays est fréquentable. Le pays est fréquentable. Donc l'ouverture, tout ça. Il y a une ouverture, comme ça. Et deuxième chose, sur le plan touristique. C'est-à-dire touristique, il faut voir aussi économie. On en profite. Et troisième chose, sur le plan des coopérations. C'est aussi, quand on organise comme ça, il y a des business, il y a des coopérations, il y a beaucoup de choses qui se passent quand il y a des événements, de sport, culture, il y a aussi les subassements, des affaires. Et ça profite aussi au pays. Donc maintenant, c'est la gestion. Bon, c'est un rendez-vous d'échange. Qu'est-ce que la RDC va présenter? C'est ça. Dans cette francophonie, la RDC va présenter autant des choses. Tel que quoi? Vous savez que, par exemple, sur la dimension culturelle, nous avons 450 tribus et nous avons des patrimoines culturels très importants. Et nous avons aussi des grandes équipes dans toutes les disciplines. Basket, foot, tout ça, et j'ai du code, comment on appelle ça, les femmes là, les jeux de femmes. Oui, les Nzango. Les Nzango, tout ça, la RDC a tout ça à présenter. Et que les gens vont découvrir aussi l'immensité territoriale de notre pays. Parce qu'il y a des gens qui, après la francophonie, vont peut-être rester pour 2-3 jours pour visiter le pays. Et tout ça, ça présente une bonne image du pays. Donc nous avons beaucoup de choses à présenter. Et on est sur le plan du paysage du pays, touristique,
et notre variété économique. Pourquoi pas, nous allons présenter aussi notre biodiversité. Comment, parfois, si on faisait des exposés, il y aura à présenter tous les minéraux que nous avons. Beaucoup de choses. Ah, ça sera possible d'amener même nos minéraux. Oui, mais j'ai dit, dans le sens que si on présentait, il y a des temps qu'on peut visiter après. Parce que nous avons, par exemple, derrière ici, en ville, ici à côté, il y a des gens qui présentent des choses, des structures, par exemple, des statues qui représentent nos sociétés traditionnelles, autant de choses très importantes culturellement que nous pouvons aussi présenter. Et je crois que c'est très important quand on organise un truc comme ça. Nous, la RDC va présenter autant de choses sur le plan économique et sur le plan culturel et notre dimension culturelle. Et puis surtout, au niveau de... Vous savez très bien, en Afrique centrale, la RDC sort de l'eau par rapport à sa musique. C'est aussi très important. Ah, la musique aussi, ça, on est vraiment doué, sans problème. On verra des artistes musiciens et il y a aussi quand même qui font quand même danser. Il y a des comédiens, et puis il y a des artistes très importants. Il y a aussi des gens qui savent très bien représenter la culture du pays. Je crois que c'est l'élément important parce que les gens vont partir avec des souvenirs, des bons souvenirs du pays. Et ça aussi, c'est très bon par rapport aux ressortissants que nous sommes, par rapport aussi au pays. Et c'est ça, on ne veut plus dire que non, en RDC, il n'y a que la foutaise, il n'y a que il y a rien, il y a l'insécurité, le pays a été organisé sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de la sécurité, sur le plan politique et sur le plan de la violation de la personne, tout ça comme ça. Donc, ce sont des atouts que la RDC va présenter que ça ne peut pas négligeable sur le plan international. Au moins, c'est un pari gagné malgré les tumultes qu'il y a eu avant l'organisation de cette 9e édition de la francophonie. C'est un pari gagné pour la RDC. Alors, comment gérer l'après-francophonie? Parce que généralement, après la francophonie, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est ce qui se pose beaucoup de problèmes et que ça demande une réflexion. Et surtout, ça, c'est au niveau gouvernemental. Il faut y penser déjà, comme on dit, il faut prévenir. Donc, il faut plus que, avec les acquis que nous avions pour la francophonie, vous avez les stages, par exemple, des martyrs, les stages de 20 mai, où il y avait des chèques qui dormaient, où il y avait des inconnus partout, la saleté partout. Maintenant, ça a une autre peau, on voit un autre paysage. Il faut que ça reste comme ça. Donc, pour rester comme dans cet état-là propre, il faut imaginer... comme on peut dire, la gestion de la chose publique après la francophonie. Il ne faut pas qu'après la francophonie, qu'on retrouve qu'il y a des chèques qui commencent à dormir au bord du stade. Il ne faut pas qu'on retrouve des chaises cassées. Donc, je pense qu'il faut une mise en place d'une structure de gestion des acquis de la francophonie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les animateurs indiqués. Il ne faut pas... Si prend n'importe qui, des animateurs qui sont appropriés. Il faut créer une commission. Une commission, une structure. On peut dire que, bon, une structure qui pourrait gérer les acquis de la francophonie. C'est-à-dire que comme on a redoré les stades, comme on a redoré les sites universitaires, comme on a redoré le 20 mai, comme on a redoré certaines routes, certains sites, il faut les garder à cet état-là, juste même après la francophonie. Et que ça demande l'intelligence, la volonté, les animateurs et le respect de la loi. Là, il faudra associer les scientifiques. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, tout à fait. Ça dit que les gens intelligents, les gens qui ont la volonté et qui ont l'imagination et qui ont le sens de conserver quelque chose de valeur. Pour conserver quelque chose de valeur, il faut savoir que c'est quelque chose de valeur. Et ça demande un peu le cerveau, l'intelligence, comme on dit, des gens qui sont attitrés à concevoir que non, c'est quelque chose de valeur. Parce qu'on sait très bien que telle chose, si je les garde, ça peut profiter à des générations futures. C'est ce qui est très important. Nous, les professeurs, nous, quand nous faisons les relèves, on dirige des thèses. C'est pour dire qu'un jour, je vais partir et que les gens ça bénéficie. C'est pourquoi aussi même pour les valeurs des choses que la francophonie va laisser, il faut que ça profite après la francophonie aux joueurs, par exemple, au stade, d'autres sur le plan touristique. Il faut que les gens qui ont vu les RDC reviennent encore une fois de plus pour assister à certains sites
qu'ils n'ont pas pu visiter. C'est ça ce qui est très important, qu'ils trouvent à cet état normal. C'est votre travail en tant que professeur pour sensibiliser nos jeunes étudiants. Tout à fait. Je crois que pour qu'il y ait quand même un avenir pour la RDC, qu'on ait quand même des sites touristiques. Je crois que comme au campus, je crois que ce sont des gens responsables que nous formons pour l'avenir. Ce sont des cadres de demain. Mais nous, on a restauré, on a essayé de rendre les homes vivables. Tout ça, grâce à la francophonie toujours. Voilà. Bon, on les a construits avant, mais maintenant c'était amélioré parce qu'il y a construit des grands restaurants. Et ces grands restaurants, ça peut profiter aux étudiants comme avant, parce qu'il n'y avait plus de restaurants. Et ça, il y a des grands restaurants, des grands immeubles restaurants, il y a des toilettes, des choses comme ça. Donc ça, comme vous l'avez dit, il faut que le comité de gestion de l'université, avec le concours de professeurs, essaie de sensibiliser et parfois, pourquoi pas, créer, comme vous avez dit, une petite structure à l'université pour au moins essayer de protéger ces acquis de la francophonie. Ok, vous pensez que la sécurité sera assurée? Parce que vous serez d'accord avec moi avec tout ce qui s'est passé. On a parlé de assassinats par-ci, on a parlé des kidnappings par-là. Vous pensez que la sécurité sera vraiment assurée pour que la population soit vraiment calme? Oui, j'ai suivi plusieurs fois le ministre chargé de l'Intérieur, VPM, Peter Kazadi. Il a rassuré tout le monde accompagné de la police et la surveillance combinée avec les soldats, les armées, et que cette fois-ci, ce sera une opération conjointe, comme on faisait, par exemple, il y a l'opération des terroristes. Mais ce qui est important, c'est là où je peux quand même, comme vous avez dit, il faut toujours associer les gens qui ont toujours pensé et faire des recherches sur certaines choses. C'est là où je pense aux chercheurs. Il y a des gens qui s'occupent sur les combats urbains, sur la sécurité urbaine, les gens qui font des études sur le terrorisme, les gens qui se font des études sociologiques sur les enfants, sur la psychologie. Parce que les Koulouna, à l'université, il y a des professeurs qui ont fait des ouvrages sur pourquoi, comment essayer d'intégrer ces enfants, comment on peut les calmer. Il y a des choses aussi où on peut faire. Des gens qui ont fait des universités pour la sécurité. Vous voyez, par exemple, nous autres, quand Mouzé est arrivé, Mouzé nous a demandé de faire, comment on appelle, la sécurité zéro. C'est-à-dire que la sécurité zéro, il faut associer les citoyens eux-mêmes dans la protection de la société. Pas seulement les policiers, pas seulement des institutions, mais les gens qui vivent leurs problèmes. Et ça dit que le citoyen contrôle l'autre citoyen. C'est la sécurité zéro. Mais après, Mouzé a été tué, on a abandonné ces projets-là. Or, c'était un projet très important parce que si on associe quelqu'un de la rue à la sécuriser cette rue-là, il connaît les parents, il connaît les enfants, il connaît bien le quartier. Il connaît bien les quartiers. À tout moment, s'il y a quelque chose qui se passe, il va découvrir qu'il y a tel qui a fait ça. Et ça, il faut l'associer, il faut l'encadrer et lui donner des directives. Mais tout ça, ça a été abandonné, on laisse ça à la police, alors que le seul responsable de la sécurité, c'est le citoyen lui-même. On sait qu'on ne dit pas que la police n'est pas importante ou le soldat n'est pas important, mais il faut faire le mélange, discuter. C'est pourquoi je vous donne les raisons que là, je pense que si le VPM avait fait des commissions d'associer certains professeurs, les penseurs, faire un comité scientifique de sécurité à l'occasion, non seulement à l'occasion, même pour les Koulouna. J'ai des collègues qui ont dit, mais moi, j'ai fait un travail sur comment stabiliser cette histoire des Koulouna, même pour l'histoire des gens qui enlèvent pour les organes, pour les reins, tout ça. Les kidnappeurs. Il y a des gens qui savent très bien comment découvrir et mettre des structures pour faire ça, parce que ça ne se passe pas seulement au Congo. En RDC, c'est passé ailleurs. Il y a des ouvrages, beaucoup d'ouvrages. Et nous, notre avantage, c'est que nous faisons beaucoup de recherches sur ce qui s'est passé ailleurs. Et on peut les appliquer chez nous tout en intégrant les réalités nationales. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé en France qu'on peut l'appliquer intégralement ici. Chacun a sa culture. À sa culture, ses réalités. Et ça, c'est le professeur. Et je pense que beaucoup de ministères ne veulent pas beaucoup associer. Mais il faut toujours faire des propositions, professeur. Non, mais nous, c'est les professeurs qui sont toujours comme ça. Ils sont un peu négligés. Et surtout, il faut
quand je passe à la télé, quand il passe à la télé, Oui. à l'époque avec Mouzé, après, je voyais mes collègues qui étaient appelés par les présidents en disant « Ah, j'ai vu à la télé, tel a donné des propositions, je veux voir ces gens-là. Et est-ce qu'ils pouvaient me donner concrètement ce qu'on peut faire ?» Moi, quand je suis arrivé ici à 98, j'ai présenté mes diplômes à un ministre, Moïse Kongolo, et directement, il m'a affecté. Il dit « Ah, tiens, je t'envoie chez le général Mounene. » Moi, j'étais lié à la défense et sécurité. Alors que je l'ai vu une fois. Il m'a vu à la télé. Il m'a appelé et il a dit « Mais comment ?» Oui, il dit « Non, non, venez. » On m'a recommandé, il m'a recommandé directement. J'ai vu comment vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction entre la DEMIAP et l'ANER, parce qu'il y a un chevauchement. Mais j'ai fait un travail remarquable. Ah bon, très bien. Voilà. Mais nous, vous pensez que cette politique n'existe plus? Non, mais on peut t'engager comme conseiller, mais ce n'est pas tout le monde qu'on peut engager conseiller. Mais il faut appeler. Nous, quand vous m'appelez faire un travail, je le fais. Mais quand vous dites non, il a parlé, moi j'ai mes conseillers, moi je connais tout ça, c'est pas la même chose. Moi, regarde, avec mon ami, malheureusement il est sorti de la prison. Il était conseiller spécial des musées à l'époque. Et quand il est arrivé comme conseiller spécial, il me l'a demandé, Jean, écoute, moi j'ai besoin au moins de quelques professeurs avec les différentes disciplines pour qu'on fasse un comité stratégique de sécurité. C'est-à-dire que chacun avec sa discipline pourrait donner une idée sur une matière donnée. Et il nous a appelés, j'ai appelé mes amis, on a formé cette structure, mais malheureusement, quand le président Mouzé a été assassiné, ça a été dégordé. Donc vous gardez tellement de bons souvenirs. Donc, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour la sécurité, je crois qu'on fait confiance à ce qu'a dit le ministre, c'est qu'il y aura la sécurité zéro et que nous appelons aussi à l'esprit du patriotisme des collègues, des gens qui peut-être peuvent être animés des mauvaises idées, de dire que non, la francophonie, ce n'est pas pour l'opposition ou le régime, mais la francophonie, c'est pour tout le monde. C'est la RDC qui va gagner. Donc, qu'il n'y ait pas de situations difficiles pour au moins foutre l'image du pays en l'air comme ça, alors que nous sommes unis, on devait être autour du chef de l'État pour présenter que la RDC est maintenant fréquentable, la RDC est stable, et qu'avec ça, nous pouvons gagner et donner une bonne image sur le plan extérieur. Ok, vous allez placer rapidement un mot par rapport à la situation sécuritaire. Comment avez-vous appréhendé l'assassinat de Chéribin, qui est votre frère, et comment voyez-vous la suite du dossier? Ah, Chéribin Okende, c'est mon petit frère. Parce qu'on a commencé avec lui, passé à beaucoup d'émissions. Quand je suis arrivé de la France, lui à ce moment, il était encore dans la société civile. On passait beaucoup de choses. Il me demandait des conseils. Et je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi il devait être assassiné de cette manière-là. Pas seulement acteur politique, mais il est un député national. On peut l'abattre comme un chien. Alors que je connais très bien c'est mon petit frère-là. Il n'est pas très, très violent dans sa communication. Il est un homme intelligent et je ne sais pas, on devait me laisser ou le rendre handicapé. Pourquoi l'assassiner? Pourquoi l'arracher la vie si tôt comme ça? Ce n'est pas possible pour Chéribin. Mais c'est un destin politique. Je l'ai toujours dit, je le disais à un moment donné. Je me rappelle beaucoup de choses. Que la politique a double face. Il y a la face B et la face A. Dans la face A, c'est ce que nous disons aux enfants à l'université, les sciences politiques. Mais la face B, c'est là où il y a toujours l'obscurité, les coups bas, la violence. Et il faut savoir marcher dans cette phase B-là. Vous voyez ça? Et je pense, les gens qui l'ont assassiné vont oublier, mais nous autres, nous n'avons pas oublié. Et ainsi, pour ne pas aller très loin pour ce dossier-là, je pense qu'on fait confiance au président de la République qui a promis non seulement à tous les Congolais, mais à la communauté Tété-là, qu'il va faire un effort d'une enquête internationale pour identifier, déceler les assassins de Chéribin Okende et les punir. Et nous faisons confiance jusqu'à présent. Je pense que
Je ne dis pas seulement les États, mais nous sommes quand même très contents par rapport au président de la République parce que nous sommes dans les institutions et nous sommes toujours fidèles. Les États ont toujours été fidèles dans les institutions, ont toujours été fidèles dans leur travail, dans la profession. Si on fait les tours depuis le début 60, nous sommes des gens qui sont fidèles à ce qu'on nous donne pour travailler. Et ce qui est très important, sur le plan politique, nous sommes au centre du Congo et que nous sommes un trésor. Et vous savez, quand quelqu'un est au centre, il a une influence sur les autres. Et politiquement, tu sais que c'est de là où le Mumba est originaire, historiquement. C'est là où il y a beaucoup de Mongolité partie de là. C'est là où nous sommes au trésor de l'Afrique. Nous avons autant de ressources stratégiques. Et nous avons l'histoire, un poids de l'histoire. Et je crois que ce n'est pas une province à négliger. Et nous pensons que notre frère, petit frère Nabisso, qui a été assassiné comme ça, et il a suivi les autres, sont partis. Les Lumumba, les Tchachi, et les Yagné, les autres sont partis. Je pense que pour M. Rubin, on serait un peu vigilant et nous faisons confiance au gouvernement, au président de la République, pour au moins, comme on a dit, une enquête internationale. Donc pour l'instant, je ne peux pas te dire plus ou moins, mais pensons à la justice et aux enquêtes qui vont commencer et je crois que nous saurons. Parce que nous ne cherchons pas même, aucun ne peut plus revenir. Avec le Mumba ne revient plus. Mais on a su quand même après que tel a été tué dans ce sens-là. Oui, connaître vraiment l'histoire. L'histoire, et ça qu'aucun de nous cherchons aussi, c'est ça. Savoir qui a fait ça, et nous pourrons prendre des précautions, mais ce n'est pas qu'aucun ne va revenir. Il a abandonné les enfants, il a abandonné sa femme, sa famille. Mais on ne doit pas détruire une intelligence si tôt comme ça, de manière précoce, et l'abattre comme un chien alors qu'il est député national. Ce n'est pas possible, ça. En tout cas, sur ça, faisons confiance à ce que le président dit qu'on va faire une enquête. Voilà, vous avez parlé avec beaucoup de passion, que la justice au moins fasse son travail. Alors, en tant que professeur d'université, on va aussi de parler de votre grève à l'université de Kinshasa. Qu'en est-il? Vous avez suspendu la grève, mais vous persistez, vous n'enseignez pas. Non, je crois que c'est toujours que le problème de dialogue. Et nous, en Afrique centrale, les professeurs d'université à Kinshasa, ce sont des patriotes. Nous donnons coup dans des conditions très difficiles et les conditions sociales très difficiles. Mais nous donnons quand même, nous formons des cadres. Et je crois que les cadres qui passent à la télévision ici, que chez vous, parfois, les cadres, les professeurs, les jeunes professeurs, les licenciés, sont formés par nous. Ça suppose, malgré nos conditions difficiles, mais nous formons de bons produits. Parce qu'ils ne sont pas contestés d'avant chez les télévisions ici, ils parlent très bien. Ce sont des gens qui sont formés à l'université de Kinshasa où je donne cours. Donc, mais il y a toujours un dialogue un peu de sourd avec les gouvernements, les institutions qu'on croit que nous, si nous revendiquons les conditions sociales, c'est comme si on ne travaille pas. Or que ce sont des gens quand même que nous formons à l'université qui deviennent des ministres, qui deviennent des premiers ministres, qui deviennent des responsables. Mais ils oublient d'où ils viennent. Et ils savent de ils oublient la source. C'est le problème. Mais nous avons l'esprit du patriotisme, nous continuons toujours à former. Mais à un moment donné, parfois, on s'est dit peut-être il faut utiliser ce qui est démocratique, c'est-à-dire que de grève, parce que c'est quand même conçu dans la Constitution qu'on peut gréver dans les calmes, de manière démocratique. C'est pourquoi de temps en temps, on dit, bon, on ne donne pas cours. Maintenant, il y a une assemblée générale pour me faire l'évaluation. Et j'ai vu que la décision était faite que, bon, voilà, il y a la grève, mais ça tombe avec la francophonie. On dit non, on suspend un peu ça parce que nous avons un événement important et on verra ça. C'est très bien réfléchi en tant que scientifique. Je crois que c'est ça et on verra ça. Dès que l'événement, il y a des étrangers, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Et je crois que les professeurs sont responsables. Ça, c'est l'avant-famille. Voilà, je crois que c'est l'avant-famille. On verra ça après. Mais il faut toujours, il faut ce qui est important. Quand vous promettez à un professeur, à un responsable, s'il n'y en a pas, vous lui dites qu'il n'y en a pas. Mais il ne faut pas lui dire que non, le mois prochain, vous aurez ça. Ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas plus d'enfants et nous formons et les enfants nous regardent. Si on bloque tout, donc les enfants vont se révolter, puis ce n'est pas bon pour les pays. Mais il faut qu'il y ait un dialogue franc entre le professeur et les responsables gouvernementaux. Voilà, on va terminer, professeur, avec ces dossiers. Là, d'autre côté, on parle de la francophonie, mais on voit que les relations entre Kinshasa et Brazzaville se détériorent, comme qui dirait. Comment avez-vous appréhendé ces propos discourtois en tant que professeur d'université, des uns et des autres, bien sûr?
Ah, bon. Premier volet, c'est que c'est dommage, parce que là, je ne peux pas donner un cours ici, ça entre dans les droits internationaux et publics. Le premier volet sont des États souverains, indépendants, qui n'ont pas d'autres compétences, n'ont pas d'autres autorités sur leur tête. Chacun peut faire ce qu'il peut faire, de manière vraiment autonome. Deuxième chose, c'est un collègue du professeur, mais moi, je ne dirais pas ce qu'il a parlé, moi, professeur Roméo. C'est pas poli? Non, c'est pas poli, mais moi, je suis quand même... je forme des diplomates. Et que nous avons... On arrange toujours la forme. Même si le fond est mal, mais nous, toujours, on tient à la forme. Et à la forme de la communication. Vous voyez, nous ne pouvons pas... Et je salue d'abord... pour ne pas oublier, j'ai vu qu'il y a la délégation du Congo-Brazzaville ici à la francophonie. Ça suppose que les relations diplomatiques sont toujours excellentes. Mais on ne peut pas tenir compte des privés, ce qui anime, parce que maintenant, ça dépend de la culture de chacun. Parce que comme je vous ai dit, que moi, je ne peux pas tenir un tel langage, parce que je sais que le président Sassou, c'est un président de la République du Congo. C'est quelqu'un qu'on doit respecter, même si on peut dire qu'il est parti voir le Rwanda. Il a droit d'aller visiter un pays comme il veut, et puis signer des accords comme il veut, parce que nous, si nous avions signé des accords, nous signons des accords avec d'autres parties, mais même si nous avons des relations un peu compliquées avec les Rwandais, effectivement, mais on ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo, et je crois que aux professeurs d'université, professeurs qui donnent la diplomatie, parce que toute ma thèse était sur la diplomatie, je pense que les jours où je verrai mon collègue, je lui dirai qu'il a fait ça attention dans la communication. Il faut arranger la forme. Même si on est fâché, c'est la forme qui compte beaucoup. Vous me laissez taire. Vous laissez faire. Et il y a même la théorie, c'est ce que vous dites. Il y a une théorie des sciences politiques où on dit il faut laisser faire. Laisser faire, Il faut laisser les. Il faut les laisser. Les laisser. C'est une théorie, vraiment une nouvelle théorie. Laissez-les faire. C'est important. Plutôt que de parler mal d'un grand président qui a fait longtemps, qu'on connaît très bien, Sassou. On le respecte dans son pays, nous le respectons. Nous avons des liens de famille et je pense que c'était le mot qui était un peu discutoire, mais ça ne peut pas vraiment gâter les relations entre nous, entre les deux États, entre les deux présidents. Merci, professeur. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, bien sûr. Bon, je pense que merci beaucoup de m'avoir reçu ce soir et que je pense que la fête sera vraiment grande et que la sécurité sera de mise et que nos visiteurs vont retourner dans leurs pays respectifs avec de bonnes images. Et je demande à tous les Congolais d'être généreux, d'être courtois et de montrer notre hospitalité légendaire comme des Bantous qui reçoivent beaucoup de gens, et les Congolais, l'ancien Zaïrois, nous sommes toujours généreux et on a été hospitaliers. Donc je pense dans ce sens que la francophonie. Et je pense que la sécurité ne sera pas seulement l'affaire de la police ou de l'armée, que la sécurité soit aussi citoyenne. C'est-à-dire quelqu'un qui voit quelque chose de mal, il peut dénoncer. Il ne faut pas dire que non, c'est l'affaire de la police, parce que ça nous concerne tous. Et je pensais pour... chez Rebé Okinde Molek Nangaï, Nakanisi, toujours presque président confiance, à Ibi Kibisutu, nous avons été très très choqués, non seulement la communauté, mais tous les Congolais ont été choqués pour cet assassinat ignoble, alors qu'on l'a ôté la vie, alors qu'il avait un parcours professionnel à faire, un homme très intelligent. Et je pense que pour en fin de compte, que pour le Congo-Brazzaville, comme on devait dire, que non, cela n'a pas gâté des relations diplomatiques entre les des États. Ce sont des individus qui ne sont pas des institutions, qui ont dû quand même avoir un tel langage. Et je pense que cela va s'effacer dans la diplomatie des couloirs. Merci beaucoup, professeur Omeyonga, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est vous que je remercie. Madame, messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur Jean Omeyonga. Il est professeur d'université. Ensemble, on a essayé de parler de cette 9e édition des Jeux de la francophonie qui s'est ouverte aujourd'hui. L'EGO a été lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a vu la présence de plusieurs pays francophones. Un pari gagné
pour la diplomatie congolaise. On a ici parlé de l'assassinat de Chériba Okende en tant que politicien, en tant que tétéla, un vrai tétéla qui se respecte. Il a lancé un message au gouvernement, beaucoup plus à la justice congolaise, que la justice soit vraiment juste et que cette affaire soit bien élucidée et que la justice fasse son travail. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je te dis merci à toi, Eric. Merci beaucoup, Papa Philémon. Merci, Doyen, Papa Freddy. Merci, Lazik Makoukoula, Freddy Vuzantoko. Alors, on va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.